de prendre du temps pour moi. C'est très important et ça fait partie de mon équilibre. Donc je fais attention à moi profondément parce que je sais que je suis l'outil principal de toutes mes activités aussi et que si moi je ne vais pas bien, ça ne peut pas fonctionner. Donc non, j'y fais très attention. Bien sûr, c'est plus compliqué quand vous venez d'être maman, quand vous avez beaucoup de choses à gérer, bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Hygiène de vie. Le podcast qui vous aide à retrouver une vie plus équilibrée, mais surtout à vous aider à passer à l'action et à reprendre votre vitalité en main. Je suis Alexandra, naturopathe et coach en hygiène de vie, et chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Et surtout, je vous donne l'énergie pour booster votre vitalité et reprendre votre santé en main. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et pour me soutenir totalement gratuitement et le faire rayonner autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Belle écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hygiène de vie. Je suis ravie de vous retrouver et d'autant plus car je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter chaque semaine et c'est tellement chouette de savoir que je peux vous apprendre des choses ou tout simplement vous divertir ne serait-ce que 20 minutes, voire des fois beaucoup plus. Dans ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Léa, que vous connaissez peut-être sous le pseudo de Je ne suis pas jolie. Je vais la laisser se présenter bien entendu, mais pour un petit teasing, je peux d'ores et déjà vous dire que ça va envoyer du lourd. Léa est une jeune femme de 24 ans, pleine de soleil et pétillante. Elle est également une maman comblée, une épouse et aussi une entrepreneure chevronnée. Léa n'a pas une entreprise, mais plusieurs. Elle est donc une femme aux multiples ressources, aux multiples casquettes, comme j'adore en recevoir sur ce podcast. Vous allez vous en rendre compte par vous-même. Curieuse comme je suis, je n'ai pas pu résister à lui poser un tas de questions sur sa manière de gérer tous ses rôles. Comment fait-elle pour trouver son équilibre? Quels sont ses conseils de femme, de maman, d'épouse entrepreneur pour maintenir une hygiène de vie équilibrée à son image? Envie d'en savoir plus? C'est parti pour la suite de l'épisode. Mais avant, instant dédicace. Je souhaiterais vous lire et vous partager le message de Amy Baumgartner. Désolée si je me suis un petit peu trompée sur le pseudo. Laissé sur mon compte Instagram Alexandra Portail Naturo. Bonjour Alexandra, je viens de découvrir votre Instagram en écoutant vos premiers épisodes de podcast. Je suis vraiment captivée par les épisodes de ce podcast. Eh bien, merci beaucoup Amy Baumgartner de m'avoir déposé votre avis et d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour m'écrire ce beau commentaire. Je suis toujours très contente d'apprendre que ce podcast vous plaît et vous apporte des choses utiles et concrètes au quotidien. Si vous aussi vous souhaitez me soutenir totalement gratuitement et m'encourager, je vous invite à me laisser également une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'aider à améliorer le référencement. Ou bien, si vous n'êtes pas utilisateur d'Apple, pas de problème. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur mon compte Instagram ou encore même laisser votre note et votre commentaire directement sur la page du podcast sur mon site internet hygiènedevie.fr. Je me ferai une joie de le partager en retour lors du prochain épisode. Allez, assez bavardé, je vous laisse avec ce nouvel épisode qui, je l'espère, vous plaira. Belle écoute! Bonjour Léa, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci de me recevoir sur le podcast Hygiène de vie. Merci à toi d'abord, surtout. Je suis très contente de pouvoir t'accueillir sur le podcast Hygiène de vie. Alors nous ne connaissons pas réellement, moi je te connais un peu à travers tes réseaux sociaux, notamment tes 2 chaînes YouTube que j'adore regarder à chaque fois, c'est assez hilarant et j'aime beaucoup te suivre, t'es pleine d'énergie et c'est inspirant en tout cas. Merci.
Dans mon introduction de podcast, j'ai mentionné le fait que tu avais plein de casquettes différentes dans ta vie. Et ce qui est à la fois impressionnant et comme je disais aussi inspirant et qui peut aussi amener à des questionnements. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien commencer par demander à mes invités d'expliquer un peu qui tu es, ton parcours jusqu'à ce jour. Voilà. Ouais. Alors moi je m'appelle Léa, j'ai 24 ans. Ça va faire bientôt 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux. En décembre, ça fera 10 ans. J'ai commencé à partager via ma webcam d'ado dans la chambre chez mes parents. Des petits conseils, j'avais envie de partager entre copines virtuelles et puis petit à petit ça a continué, ça s'est professionnalisé. Moi je suis arrivée à l'époque où c'était absolument pas un métier et ça s'est avéré être maintenant mon activité principale et puis à côté de ça je suis devenue maman en 2018 d'un petit Gaspard et j'ai d'autres activités qui ont découlé de tout ça, notamment un e-shop en ligne et une agence de conseil en communication entre autres. Donc voilà, je suis maman, entrepreneuse, j'ai plusieurs casquettes aussi de vie. Épouse, femme aussi. Voilà, complètement. Alors justement, tu as mentionné donc Gaspard qui est ton fils. Ouais. J'ai cru comprendre en te suivant un petit peu que tu souhaitais apporter une éducation un petit peu, je vais dire spécifique, particulière, parce que c'est pas forcément ce que l'on voit tous les jours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta maternité justement et l'éducation que tu souhaites et que vous souhaitez avec ton mari donner à votre enfant? Ouais, alors en fait, moi, avant même d'être enceinte, quand j'ai commencé à m'intéresser à tous ces sujets-là autour de la maternité, j'avais envie de comprendre et peut-être d'essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait faire différemment, notamment en termes d'éducation et de... J'avais pas envie en fait d'être dans un rapport de force avec mon enfant et c'est souvent ce qui est le cas dans nos éducations traditionnelles. On a beaucoup ce truc-là d'autorité, d'obéissance et c'était pas une relation qui était pour moi celle que j'avais envie d'avoir avec mon enfant, tout simplement. Je trouve qu'il y a beaucoup de violences ordinaires autour de l'éducation, autour de l'enfance qui sont complètement admises, des choses que nous ne ferions jamais avec des adultes, mais sous prétexte que ce sont des enfants, c'est acceptable, comme le fait de forcer un enfant à manger, ou le fait de le punir, ou le fait de nier ses émotions. La liste est longue, et moi j'avais pas du tout envie de m'inscrire là-dedans. Simplement quand on n'a pas forcément été éduqué de cette façon-là, même si j'ai la chance d'avoir des très bonnes relation avec mes parents, même mon mari n'avait pas eu forcément cette éducation-là et il a fallu se questionner et c'est ce qu'on a fait pendant toute ma grossesse et encore aujourd'hui et ce sera le cas toujours parce que on est sans cesse en remise en question, surtout quand on est parent. On a eu envie de faire autrement et d'être dans une relation de respect mutuel et c'est ce que nous essayons de mettre en place et c'est ce dont je parle aussi sur les réseaux parce que j'ai envie de pouvoir partager le message qu'il y a d'autres façons de faire et d'autres... si on a envie de faire différemment, c'est possible. Voilà, il suffit d'en trouver les clés. Et du coup, pour expliquer concrètement en quoi ça consiste, si tu devais prendre des exemples un peu du quotidien, qu'est-ce que toi tu fais que d'autres parents ne font peut-être pas de manière plus normale, entre guillemets, bien sûr? Alors moi, il n'y a pas de recette pour moi. Je considère pas que ce que je fais c'est mieux que quelqu'un d'autre. Vraiment, je crois que chacun fait comme il le peut. Mais ça va passer par le fait qu'on ne crie pas, on ne punit pas. Bien sûr, ça nous arrive parfois d'avoir des comportements qui sont pas ceux qu'on aimerait avoir, mais dans ces cas-là, l'attitude qu'on a après s'être emporté ou après avoir haussé le ton, on va être dans le dialogue, dans l'excuse, dans la communication non violente, dans tout ça, c'est très important pour nous. On essaye en fait tout simplement de répondre à ses besoins et de ne pas être en confrontation, c'est-à-dire que parfois on a l'impression que parce qu'on est parent on sait mieux que son enfant. Bien sûr qu'il y a des choses que forcément on est plus en capacité de faire parce que lui est encore très dépendant, mais par exemple Gaspard c'est un enfant qui n'est pas du tout frileux, pas du tout. Il a tout le temps très chaud. Quand il était tout petit il enlevait ses chaussettes en permanence, on était au parc en plein mois de décembre, il était pieds nus et bien sûr il y a une part de vous qui aurait qu'une envie, c'est de lui mettre un
un manteau, des chaussettes et de lui dire bah non tu as froid, tu mets des chaussettes, il fait froid. Et en fait c'est une déconstruction de cette idée que en tant qu'adulte on est plus en capacité de savoir ce que l'enfant ressent, a besoin, et ça au quotidien ça se traduit par beaucoup de dialogue, par beaucoup de remise en question, puis de considération en fait. On considère que autant qu'un adulte, Gaspard il a ses envies, ses besoins qu'il exprime avec la maturité d'un enfant de 2 ans et demi, mais en fait il se fait très bien comprendre, et on remarque que plus il grandit, plus il est en capacité de mettre des mots sur ce qu'il ressent, et voilà, donc ça nous guide aussi dans notre attitude avec lui. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez global, et c'est pas trop comme on a souvent l'impression dans les livres sur la parentalité, il se passe ça, je vais réagir comme ça, la situation se passe d'une telle façon, il faut que je m'adapte exactement comme ça. Enfin voilà, c'est pas à la lettre, c'est plus une attitude. C'est une attitude de respect et de bienveillance vraiment. Au final, ça peut permettre aussi à l'enfant de plus facilement créer cette relation d'indépendance. Parce que souvent, à interdire sans expliquer, c'est ce qui arrive souvent, parce qu'on est vite en tant que parent pris par nos émotions également, l'enfant reste dépendant en fait des parents, et sans explication. Mm-hmm. Donc c'est vrai que c'est une démarche qui est assez intéressante aussi de toujours être dans l'explication, et ça force le parent à lui-même ressentir ses émotions au final. Oui, c'est complètement, c'est ce côté non arbitraire de juste dire parce que je suis ton parent, c'est comme ça et pas autrement. Et puis, en fait, pour moi, c'est une problématique qui est beaucoup plus large que simplement la parentalité. C'est une problématique de société, parce que aujourd'hui, quand on regarde la société, les adultes que nous sommes, et encore moi j'ai 24 ans, mais j'observe beaucoup de choses, et beaucoup de choses sont liées à l'enfance, à la façon dont on a été regardé, à la confiance qu'on nous a accordée, aux petites humiliations, à tout ça. Et je pense que ça construit véritablement la société de demain, et que n'agir que dans l'obéissance et dans la peur d'eux, ça mène à des situations parfois dramatiques, et l'histoire nous l'a prouvé à plus grande échelle. Donc je crois que c'est vraiment aussi c'est une dynamique qui pour moi va au-delà de simplement la relation parent-enfant. C'est quelque chose qui se transmet, qui peut parler à l'humanité, dans le sens où c'est aussi pouvoir dire à l'autre, du coup, j'entends qui tu es, je t'aime comme tu es, parce que tu es comme tu es, et c'est ce que j'ai envie aussi de transmettre à Gaspard, et que plus tard, il y ait ces valeurs de tolérance, en fait, qui émanent de lui. C'est très important pour nous, donc c'est ce qu'on souhaite. Je te rejoins tout à fait, et ça fait écho parce que moi j'ai vécu une expérience, alors rien à voir avec la tienne, hein, c'est juste que je suis partie 1 an vivre en Australie. Et ce qui m'a choquée, c'est justement cette approche du dialogue et de l'explication dès le plus jeune âge, versus nous, ce que moi j'avais connu jusqu'à présent, plutôt l'interdiction et justement l'acceptation et l'interdiction. Et j'avais été surprise, et agréablement surprise, et je trouvais ça assez formidable, cette approche-là. Donc c'est un peu ce que tu dis, et oui. je te rejoins tout à fait. Ouais, quand on regarde à l'étranger ce qui se fait, notamment dans les pays comme la Suède ou quoi, la Suède ça a été un des premiers pays à interdire les violences éducatives depuis 1944, il me semble, et aujourd'hui on le voit, hein, il y a beaucoup de choses qui découlent de ces politiques-là, donc les choses sont petit à petit en train de changer, mais c'est vrai que pour nous ça prend un peu plus de temps. Et comme tu l'as dit, tu as parlé des émotions. Aujourd'hui, quand on voit le nombre de troubles, de désordre que l'on a parce qu'on ne sait pas accueillir nos émotions, les vivre même, et après les laisser passer, et justement ce dialogue que vous êtes en train de mettre en place, et ça oblige Gaspard du coup à essayer de ressentir ses émotions dès le plus jeune âge. Ça va lui permettre, ça va lui rendre la vie beaucoup plus facile par la suite, parce que c'est compliqué justement ce travail sur les émotions. Et aujourd'hui, moi je sais qu'en tant que naturopathe, je suis beaucoup de personnes, et l'origine de beaucoup de troubles, c'est justement ce refoulement des émotions, et c'est compliqué. En fait, naturellement, l'être humain, il vit ses émotions très pleinement, parce que de toute façon, avant un certain âge, avant l'âge de 6-7 ans, le cortex préfrontal il est complètement immature, et du coup, on le sait aujourd'hui grâce aux neurosciences,
justement, l'enfant vit tellement pleinement ses émotions que parfois il y a des situations qui nous échappent. On connaît très bien cette scène de l'enfant qui se roule par terre dans un magasin parce qu'on n'a pas voulu lui prendre un jouet, etc. Mais simplement, le regard qu'on porte en fonction de nos connaissances, il induit du coup une attitude qui est différente. Si moi, toute ma vie, on m'a dit que là, c'était un caprice et qu'il fallait que je sois très sévère pour lui montrer le droit chemin, et voilà, bien sûr qu'on va être dans la répression, dans l'interdiction, dans l'humiliation, pour que mon enfant se stoppe, et l'enfant se stoppe parce que le cerveau se protège, et que tout d'un coup, comme on peut avoir lors de certaines autres situations, même en tant qu'adulte, on se fige, et bien sûr le parent a l'impression de se dire c'est bon, j'ai stoppé le comportement de mon enfant, alors que finalement c'est juste une émotion qui est vécue de façon très vive et qui est incontrôlable parce qu'elle ne peut pas être contrôlée à cet âge-là, et que c'est nous, en tant qu'adultes, à essayer d'apporter les outils pour pouvoir gérer cette situation. Mais finalement, un enfant vit beaucoup plus pleinement ses émotions que n'importe quel adulte peut le faire aujourd'hui dans notre société. Et simplement, on a tellement été conditionnés comme ça qu'on oublie l'enfant qu'on a été. Tout à fait. Et oui, se reconnecter à son moi profond et à son enfant, c'est le cœur de beaucoup de travail psychologique d'ailleurs, et psychothérapeutes. Oui, complètement. J'ai mes 2 meilleurs amis qui sont psychologues cliniciens et neuropsychologues, donc ils sont en plein dedans. On est entouré de tout ça. Bon, et alors pour revenir sur le sujet, sur toi, plus sur toi, on a parlé juste avant que tu avais, donc c'était une femme, plutôt une jeune femme, malgré toutes tes casquettes. D'ailleurs, j'étais super surprise quand j'ai creusé un petit peu et que j'ai découvert ton âge. Je m'y attendais pas que tu fasses plus âgée physiquement. Non mais oui, de par ta maturité et toutes tes expériences en fait. Donc tu as 24 ans, et comment fais-tu pour gérer à la fois ta vie de maman, ta vie de chef d'entreprise, sachant que tu en as plusieurs, tu as plusieurs entreprises, et ta vie de femme, épouse, comment fais-tu ? Bon, déjà, je suis très bien entourée, j'ai la chance d'avoir un mari qui est très investi dans la vie de notre foyer, et qui me permet aussi de pouvoir travailler autant que je travaille. Ça, c'est une chance pour nous, parce que c'est vrai que laisser son enfant très jeune, moi, c'est quelque chose que j'aurais pas forcément souhaité, et je suis très contente qu'il puisse développer aussi cette relation avec son papa, puisque donc Samuel est en études de médecine et qu'à la naissance de notre fils, il a choisi d'être papa au foyer. Donc là-dessus, je suis très bien entourée. Et puis également au bureau, j'ai une équipe vraiment formidable qui me permet de développer tous mes projets. Après, ce qui m'aide, c'est l'organisation, beaucoup. C'est très important pour moi de scinder mes activités, et puis de faire la part des choses entre le travail et le privé, ce qui n'est pas forcément facile, surtout avec le métier que je fais. Mais de plus en plus, je fais la part des choses, et quand je suis en famille, je suis pleinement en famille. C'est important pour moi de vraiment consacrer un temps, même s'il est pas énorme, un temps de qualité, parce que je suis toujours persuadée que la qualité vaut plus que la quantité et l'intention qu'on y met. Donc ça, c'est très important pour moi. Et puis après, moi, je suis passionnée, donc je suis une addicte du travail. J'adore ce que je fais, j'ai tout le temps envie d'entreprendre. Ça fait partie profondément de mon équilibre. Donc je m'épanouis dans toutes ces casquettes, et c'est ce qui m'aide, je pense, aussi à gérer cette vie bien chargée. Je ne saurais pas vivre autrement tout ce que je fais. Je profondément, autant ma vie que maman, où j'adore... J'adore et je suis très investie. Mon travail, c'est tout autant quelque chose qui me tient à cœur. Donc, avec beaucoup d'organisation et beaucoup d'envie, pas beaucoup de sommeil, on arrive à concilier tout ça. Quand tu dis pas beaucoup de sommeil, c'est parce que tu ne dors pas de manière naturelle, tu dors pas beaucoup, ou parce que justement tu es tellement à fond que tu ne laisses pas la place au sommeil ? Non, mais alors j'ai un sommeil qui a beaucoup changé, parce que déjà quand on devient parent, le sommeil change forcément. En plus, moi j'ai allaité 2 ans, donc j'ai eu des nuits fractionnées pendant longtemps. Après, pendant même ces nuits fractionnées, j'avais mis en place une Miracle Morning
où vraiment le matin je me levais très tôt, parfois 5-6 heures pour pouvoir dédier voilà, ce temps pour moi qui était important et que je n'avais pas forcément. Aujourd'hui, le rythme s'est un peu calmé, donc je ne ressens pas autant le besoin, mais je reste quelqu'un qui dort peu parce que je suis vraiment menée par ma créativité, mes idées, et parfois il m'arrive que jusqu'à 3 heures du matin, si j'ai une idée en tête, je vais aller au bout de ce truc-là, mais je me sens pas du tout fatiguée parce que je suis tellement épanouie dans ce que je fais que ça me maintient, voilà. Les nerfs aussi qui maintiennent un peu. Ouais, c'est ça. Bon, après, je suis pas trop quelqu'un de nerveux, mais c'est vrai que j'ai appris à dormir peu, mais bien. Voilà, j'arrive à me ressourcer en peu de temps par rapport à ma vie d'avant maternité. Tu as parlé de passion, je pense que c'est vrai que la passion, c'est un peu ce qui réunit tout entrepreneur. Oui. On est à fond, on est passionné. Et justement, alors moi j'ai déjà accueilli sur mon podcast une personne qui avait subi le burn-out. Donc c'était pas du tout une Mhm. entrepreneur, c'était une salariée. Parce qu'on parle beaucoup du burn-out chez les salariés. Mais il y a aussi beaucoup de burn-out chez les entrepreneurs, puisque Mhm. par la passion, on s'oublie complètement. On n'a plus du tout d'hygiène de vie et au bout d'un moment le corps il lâche. J'ai aussi du coup accueilli une entrepreneur qui avait subi plusieurs burn-out dans sa vie et du coup comme toi tu es aussi à fond etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu, alors peut-être pas jusqu'au burn-out mais est-ce que tu as déjà vécu vraiment des downs dans ta vie jusqu'à présent? Pas du tout. Alors, pas. J'ai jamais eu l'idée, ou au moins. Enfin, j'ai jamais eu ce ressenti au point de me dire, oh là là, je m'en approche. Ou non, après, bien sûr, comme n'importe quel entrepreneur, la vie professionnelle est faite de stress et de moments plus intenses. Mais je crois que j'ai toujours fait en sorte de prendre du temps pour moi. C'est très important et ça fait partie de mon équilibre. Donc, je fais attention à moi profondément parce que je sais que je suis l'outil principal de toutes mes activités aussi et que si moi je ne vais pas bien, bah, ça ne peut pas fonctionner. Donc non, j'y fais très attention. Bien sûr, c'est plus compliqué quand vous venez d'être maman, quand vous avez beaucoup de choses à gérer, bien sûr. Mais c'est d'ailleurs un sujet que j'aborde de plus en plus sur mes réseaux. Je crois profondément que prendre soin de soi et s'aimer profondément, c'est pour moi le meilleur, pas antidote, mais en tout cas c'est ce qui prévient beaucoup de choses qui pourraient justement m'emmener très bas ou me fatiguer beaucoup. Voilà, j'ai jamais eu ce truc-là à me dire oula, je frôle quelque chose de dangereux parce que je crois que j'ai toujours mis un point d'honneur à me faire passer avant tout. Et parfois, quand on dit ça, il y a beaucoup de personnes qui pensent que être une bonne mère ou être un bon parent ou être une bonne femme, ou peu importe déjà, bon, le terme de bon est vraiment à remettre en cause selon moi parce personne n'est parfait. Mais en tout cas, pour moi, c'est important de distinguer le fait que peu importe l'investissement que vous allez mettre dans votre maternité ou dans votre travail ou euh, prendre soin de soi, pour moi c'est la base et ce sera toujours ma préoccupation numéro une parce que je considère que comme dans un avion, c'était Isabelle Fillosa qui utilisait cette métaphore, si il y a des turbulences, tu mets d'abord ton masque à oxygène avant de t'occuper des autres. Et quand ton réservoir à toi il est vide, c'est impossible de te consacrer aux autres, que ce soit tes enfants, tes activités, ta famille, peu importe. À un moment donné, se faire passer avant, ça n'a rien d'égoïste. C'est au contraire être plus disponible et, et en meilleure, je dirais pas santé, mais pour moi, voilà, la santé mentale, c'est quelque chose de très important. Donc, je fais vraiment attention à me faire passer avant pour pouvoir être en capacité de gérer tout ce que j'ai à gérer dans ma vie. Et voilà, parfois c'est un message qu'on ne fait pas assez passer parce que c'est sous couvert de narcissisme et L'égoïsme. de oui, voilà, d'égoïsme, alors que pour moi ça n'a rien d'égoïsme, au contraire. Au contraire. Encore une fois, hein, c'est des croyances limitantes liées à la société. Quand quand on pense à soi, on est égoïste. Donc du coup, on apprend à ne plus penser à soi et on crée des blocages comme ça. Et moi, je dis souvent aussi que effectivement, avant de penser aux autres, il vaut mieux penser à soi parce qu'on ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi non plus.
Ah oui, complètement. Et que dans le cas aussi de l'entrepreneuriat, on est le capitaine à bord, quoi. Et sans capitaine, le Ah navire oui, il coule. exactement. Exactement. Donc un peu d'égoïsme, mais c'est même pas de l'égoïsme, je sais pas quel terme on pourrait dire, mais ça fait pas de Non, mais mal. c'est de l'amour Ouais, l'amour de soi, l'amour de en soi, fait, profondément. tout à fait. Et c'est compliqué à accepter pour beaucoup de personnes parce que, encore une fois, refoulement des émotions depuis tout le temps et croyances limitantes liées à des stéréotypes et aussi à l'image que Oui, l'on puis quand on renvoie. n'est pas aimé, oui, oui, c'est ça, quand on n'a pas été forcément euh, oui, aimé ou conforté dans qui on est vraiment, c'est difficile de s'aimer parce que beaucoup n'ont jamais, ne se sont déjà pas rencontrés véritablement. Beaucoup de gens qui toute leur vie passent du temps à chercher qui ils veulent être, ce qu'ils veulent être, ce qu'ils veulent renvoyer aux autres. Et c'est des préoccupations qui occupent parfois beaucoup plus de place que simplement la relation entre nous et nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de très précieux parce que la seule personne avec qui vous ferez du chemin pour toujours, c'est vous. Donc moi, c'est ce que j'ai en tête en permanence. C'est pour ça que c'est parce que tu l'as en tête que justement, je pense que tu n'as jamais vécu Mm. des périodes sombres comme beaucoup peuvent vivre. Donc bon, Ouais. tant mieux pour toi. Oui, mais c'est très difficile, je l'entends, et c'est très courant, et j'espère profondément que petit à petit, ce sera quelque chose qui sera de plus en plus pris en compte dans la société, parce que oui, ça peut être vraiment terrible, ça peut briser des vies complètement. Et dirais-tu que tu as réussi justement à instaurer un équilibre de vie, toi, aujourd'hui? Oui, je pense que à partir du moment où je me sens bien dans toutes ces casquettes de la vie, bien sûr, il y a des moments qui sont plus difficiles, rien n'est parfait, hein, mais cet équilibre, enfin, ça fait partie de l'équilibre en fait, parfois d'avoir des moments un petit peu plus compliqués où il faut réajuster des choses. En fait, je pense que l'équilibre, c'est aussi la vigilance de toujours se demander, ok, est-ce que ça va? Déjà se poser la question, parce qu'on se la pose pas beaucoup, de se sonder en fait, hein, pour s'écouter. Et, et bon, je le fais régulièrement et bon, pour l'instant ça va, on a vraiment trouvé notre équilibre. Et oui, j'en suis très reconnaissante, mais je sais que le travail que je fais sur moi, il est important, mais il y a aussi l'entourage qui fait beaucoup. Bien s'entourer, c'est quelque chose qui est précieux. On dit souvent qu'on est le reflet de la moyenne des 10 personnes qui nous entourent. Mm. Ah ouais. Donc c'est important de bien être entouré et de bien s'entourer, Ouais, justement. complètement. Peu, mais enfin moi en tout cas c'est peu, mais je sais voilà pour qui je peux être là et qui est là aussi pour moi. Comme pour tout, moins mais mieux, plus de qualité, Ouais. tout à fait. Tu parlais d'organisation, alors parce que je sais que alors moi je suis comme ça et puis que j'ai beaucoup de personnes, les personnes qui m'écoutent, enfin qui nous écoutent, aiment bien aussi les petits tips concrets. Alors tu parlais d'organisation, concrètement tu fais comment pour t'organiser? Alors moi je suis de celles qui a besoin de vraiment déposer tout ce que j'ai dans mon cerveau quelque part pour pouvoir me décharger. Donc j'utilise un logiciel qui s'appelle Notion, Notion, et qui est formidable parce que c'est un outil qui permet de s'adapter complètement à la façon dont vous travaillez, que ce soit visuel ou plus par tableur ou peu importe, qui est très minimaliste mais qui a toutes les fonctions nécessaires pour que toute ma vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, soit complètement déposée. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dans mon cerveau est versé dans ce logiciel qui me permet de tout suivre. Tous les membres de mon équipe ont leur compte également, tout est partagé et ça me permet en un coup d'œil de savoir exactement où j'en suis dans toutes les activités. C'est quelque chose de très précieux, donc voilà, je suis de celles qui aiment les listes, qui aiment les choses à cocher, J'aime que tout soit écrit et c'est beaucoup plus clair pour moi. Donc c'est ma façon à moi d'être très organisée. Et puis j'ai aussi un agenda très précis, très très bien rempli, codé par couleur en fonction de toutes les activités. Et du coup, j'ai une vision. Moi j'ai besoin d'avoir une vision globale de tout ce qui se passe pour m'aider dans mon organisation. Donc t'es un peu de la team to-do list. Ah oui, oui, complètement. Complètement, voilà, c'est nécessaire pour pas que... Parce que sinon, c'est terrible d'avoir des trucs en tête, puis tu te dis, ah, ça, j'ai oublié, ah, ça, j'ai pas pensé. Après, on est dur envers soi-même, alors qu'au moins, parfois, la technologie nous aide, hein, il faut le dire. La Notion, du coup, c'est une application, c'est digital, c'est ça?
Ouais, c'est une application C'est qui comme est Trello un valable peu? aussi sur téléphone. C'est comme Trello, mais Trello, je l'utilisais il y a un moment, mais ça a ses limites pour moi. Notion, c'est un Trello version plus, c'est-à-dire que il y a beaucoup plus de fonctionnalités, mais oui, c'est un peu le même système. Ouais. D'accord, ok. Alors moi, je suis aussi une grosse adepte de la to-do list et en même temps, j'ai écrit un article et j'ai fait un épisode de podcast sur ce sujet. Il y a aussi, je trouve, un peu des limites à la fameuse, en tout cas, ce mindset de to-do list parce que c'est compliqué des fois de lâcher prise. Moi, je sais que je suis arrivée dans un moment il y a quelques temps où je faisais une liste tout le temps pour tout et tous les jours. Et donc, j'avais des choses à faire tout le temps et tous les jours de la semaine. Et je ne laissais pas assez et je ne laissais plus la place à l'imprévu. Et j'arrivais un dimanche à avoir 15 000 choses à faire et du coup, plus aucun jour aussi pour me ressourcer. Pardon. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu vis aussi ou la to-do list, pour toi, c'est Non, vraiment une décharge mentale et tu arrives vraiment à la gérer parfaitement? moi je suis assez tolérante en fait. Dans une to-do list, il faut savoir la prioriser. Il y a des choses qui sont les tâches très importantes du jour, il y a des choses qui peuvent être faites et il y a des choses qui peuvent être reportées et je classe très souvent mes to-do list par couleur en faisant les priorités et puis après si ça n'a pas été fait ce jour-là ce sera fait le lendemain ou si je vois que c'est quelque chose que foncièrement je repousse sans cesse, je vais même peut-être me dire est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait le faire à ma place, qui aurait les compétences pour le faire. Parfois je sais que déléguer c'est aussi quelque chose qui est difficile mais qui peut être très pertinent quand on se rend compte qu'il y a des tâches comme ça qui reviennent sans cesse et qu'on repousse en permanence. Personnellement, ça fait partie aussi du fait d'être indulgent avec soi-même pour moi. C'est que la to-do list, ça doit être un outil qui me sert et non pas me dessert ou vient me mettre la pression ou me fait culpabiliser. Ou voilà, c'est quelque chose qui m'aide profondément parce que j'ai beaucoup trop d'activités et de choses pour me permettre de me dire tout mon cerveau, mon cerveau va tout garder et tout organiser tout seul. Donc c'est un outil que même avec mes équipes, c'est fondamental. Mais il faut avoir un regard, à mon sens, doux et bienveillant et envers soi et sa capacité à faire des choses. Parfois on fait des to-do list à rallonge qui ne veulent pas dire grand chose alors que prioriser 2-3 tâches nous donne un sentiment de quelque chose d'accompli et nous permet de garder du temps pour le côté créatif qui est tout aussi important et qui ne rentre pas forcément dans une to-do list. Voilà. Oui, il a bien gardé cette bienveillance là pour comme tu dis que cette to-do list soit un support et ne devienne pas un... Ça guide pas notre vie quoi. Tout à fait. Je voulais parler un peu évolution. Si tu reviens un peu en arrière, est-ce que tu remarques une évolution entre la Léa d'il y a 10 ans et la Léa d'aujourd'hui? Ah oui. Forcément, oui, en 10 ans, il y a eu de l'évolution déjà parce que j'avais 14 ans, donc j'étais clairement une ado. Je pense qu'avec les années, j'ai pris de la maturité sur beaucoup de choses. Bon, même si déjà à 14 ans, c'est vrai que j'avais pas forcément la vie de toutes les personnes de 14 ans parce que j'ai travaillé très jeune sur mes activités. Ça s'est professionnalisé très vite et juste après mon bac, j'ai vraiment enchaîné sur une vie professionnelle, indépendante. Je suis partie de chez mes parents, donc j'étais avec Samuel depuis nos 15 ans. On s'est mariés à 21 ans. J'ai eu mon enfant à 22, donc forcément, on n'a pas la vie. J'ai pas la vie de toutes mes copines qui sont parfois encore à la fac ou juste au début de leur activité, qui sont en coloc, tout ça. Mais non, je dirais que dans ces 10 ans, je me suis structurée. C'était très important parce que quand on est entrepreneur et qu'on apprend tout sur le tas, il faut à un moment donné se structurer, accepter de déléguer, de s'entourer. Donc tout ça, oui, je pense que ça fait partie de mon évolution. Et puis j'ai appris à faire confiance aussi à mon intuition beaucoup. Je fonctionne beaucoup à l'intuition, beaucoup à mes ressentis. Et j'ai réussi à m'affranchir peut-être d'un regard qu'on peut poser sur moi, sur mes activités, parce que je fais un métier qui est particulier, qui est encore peu connu, qui peut être facilement jugé et se détacher de ça. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qui a été un travail pendant ces 10 ans.
Bon, parce que j'étais ado et quand on est ado, on est très, très regardant sur ce que peuvent penser les autres. Maintenant, c'est plus du tout le cas, mais ce métier m'a appris ça aussi, à me détacher de ce que de ce que je peux renvoyer aux autres. Voilà. Tu as parlé de délégation, justement, c'est ça ce dont je voulais parler tout à l'heure. C'est effectivement la délégation, c'est aussi un bon moyen de se préserver, surtout en tant qu'entrepreneur. Après, beaucoup de personnes n'ont pas forcément au départ les moyens de déléguer et c'est ça qui pose aujourd'hui problème. Toi, tu as pu déléguer rapidement. Comment ça s'est passé, justement? Bah, pas rapidement, parce que j'ai été en activité professionnellement à partir de 2013, il me semble. Et puis la première personne... Enfin, j'ai quand même délégué, mais au début, je travaillais beaucoup avec ma maman qui s'occupait de la partie structure administratif, etc. Et après, j'ai travaillé beaucoup avec des personnes que je connaissais, des amis à moi qui étaient en stage, tout ça, donc sur des projets à part, mais vraiment, le grand pas, ça a été 2018 où j'ai pris des locaux. Claire est venue me rejoindre à plein temps en tant que bras droit, chargée de communication. Donc bon, ça s'est fait tardivement, mais en même temps pas tellement tardivement parce que j'avais 22 ans et que c'est quand même le début de ma vie professionnelle avec tout ce qu'on peut imaginer, donc des locaux à l'extérieur, etc. C'était plus moi qui travaillais de ma maison, même si beaucoup d'entrepreneurs sont dans ce cas-là, mais ça a signé pour moi quelque chose de différent parce que j'ai aussi diversifié mes activités à ce moment-là. Donc 2018, disons que ça a été vraiment le déclic et je ne regrette pas du tout, même si le casting a été très long parce que j'ai reçu 800 CV. Donc il a fallu faire un choix difficile et puis on ne sait jamais sur qui vraiment on tombe. Hein. Dieu merci, j'ai vraiment eu la chance de tomber sur Claire qui est mon bras droit et aujourd'hui même mon associé dans d'autres activités. Donc mais... Actuellement, on est quatre dans l'équipe. Juliette qui est ma cousine, donc c'est vrai qu'on a un lien particulier. Eve qui est en alternance avec nous, avec qui pareil ça a matché tout de suite. Le feeling a été immédiat, donc on marche beaucoup. Enfin moi je marche beaucoup à l'intuition, bien plus qu'au diplôme. C'est pour moi quand on est dans une petite équipe, il faut avoir des gens très investis et polyvalents et ça parfois ça s'apprend pas dans les écoles et voilà, donc non, déléguer quand on peut le faire et quand on peut y consacrer un budget, même si c'est pas tout de suite du salariat, mais peut-être du freelance sur certaines missions, on se rend compte que ça nous dégage du temps pour être productif ailleurs et qu'en fait c'est un investissement. Oui, tout à fait. Profondément. Productif et créatif et justement pouvoir faire croître l'entreprise ou les entreprises. Ouais. Oui, complètement. Juste pour revenir un petit peu en arrière, tu parlais du fait que ton équilibre de vie était aussi lié au fait que tu arrivais vraiment à scinder ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Concrètement, si on prend vraiment l'exemple sur une journée, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui se passe dans cette journée-là? Alors, genre, pas dans le détail, mais comment tu arrives justement à scinder et quelles sont les grandes tâches que tu fais toi dans ta vie professionnelle et ce que tu fais aussi quand tu es à la maison? Alors, moi, je pars relativement tôt le matin. Hein. Bon, il y a des jours plus que d'autres, mais quand j'ai besoin notamment de plages créatives où je fais beaucoup de montage ou ce genre de choses, ou même de tourner des vidéos, je pars assez tôt pour avoir ce temps-là au bureau un peu seul. Avant de partir, je mets toujours un point d'honneur à avoir un temps de jeu avec Gaspard, donc ça va être un jeu de société, une activité ensemble, un moment passé pour se connecter avant de le laisser pour la journée, donc ça c'est important pour moi. Ensuite, une fois que je suis au bureau, il y a cette partie-là donc créative, tout ça, que j'essaie de faire le matin parce que souvent j'ai les idées plus claires. C'est soit le matin tôt, soit le soir très tard pour moi. Puis ensuite, il y a tous les trucs qui sont assez barbants, des factures, aux mails. Bon, c'est Claire qui s'occupe de mes mails, mais voilà, faire un point sur tout ce qui est en cours. Et puis après, ça dépend de mes activités du moment. Il y a des activités qui sont beaucoup moins glamour que d'autres. Là, on est en train de rentrer 112 fiches produits sur un back-office, c'est le genre de tâche qui va vous prendre des jours et des jours, mais qu'il faut faire. Donc ça, c'est tout ce que je fais pendant la journée. Ça, c'est vraiment très, très variable. Je pourrais pas donner exactement ce que je fais dans une journée, mais ça dépend vraiment de notre actualité du moment. Et puis je déjeune, mais j'avoue que je déjeune très souvent devant mon travail, ça me dérange pas, j'aime pas être forcément coupée dans ma journée. Et puis le soir, vers 18h30, je quitte le bureau, je passe tous les appels que j'ai à passer
dans la voiture. C'est un temps que j'utilise voilà, très souvent pour faire mes appels. Et puis, une fois que j'arrive à la maison, j'ai vraiment ce temps de reconnexion avec Gaspard, où on va jouer ensemble, où on va être vraiment tous les deux. On va manger, et puis bon, il se couche relativement tôt, donc on prend... C'est moi qui gère... alors, pas le coucher, il se couche avec son père, mais vraiment toute cette routine du soir, c'est un moment qui est très important pour nous. Ça va passer par des massages, par des jeux, et là, dans ces cas-là, j'essaie d'avoir vraiment le téléphone loin de moi. Et si je filme des choses, je vais les poster après, ou voilà, je m'organise pour vraiment lui consacrer ce temps-là qui est court, mais qui est très important pour nous. Il me raconte sa journée et tout ça. Et voilà, ensuite, quand il est couché, généralement, je retravaille un petit peu. Ensuite, j'ai vraiment ma coupure de la soirée, et puis il arrive qu'après, je retravaille tard quand j'ai des petits moments. Bon, c'est de moins en moins fréquent, mais ça arrive quand j'ai besoin d'avoir des plages créatives. Moi, je suis très créative la nuit. Quand j'ai écrit mon livre en 2016, je vivais la nuit. Voilà, bon, c'est ma personnalité, c'est comme ça me dérange pas, donc voilà, je scinde mes journées de cette façon-là. Et bon, les moments après, le week-end sont du coup plus importants avec Gaspard forcément. Mais voilà, en gros, comment j'organise mes journées sur le fait de scinder mes activités, mes casquettes. Tu arrives à couper du coup le week-end, ou tu continues un petit peu à travailler le week-end? Non, je peux pas complètement couper parce que le travail que je fais ne me permet pas du tout de couper comme ça pendant un week-end. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je planifie en fait beaucoup en amont via des logiciels, via voilà, notamment Notion, c'est vraiment un outil qui me permet à l'avance d'avoir mon calendrier éditorial prêt, et c'est fondamental parce que du coup tu passes de 2 heures sur ton téléphone et ton ordinateur à 10 minutes pour pouvoir faire le travail que tu as à faire le week-end. Et voilà, pour moi c'était le compromis qui était important de faire. Donc c'est comme ça que j'ai mis en place voilà, quelque chose de sain pour moi et pour nous. Mais je peux pas dire que je ne travaille pas du tout, ce serait mentir. Mais de toute façon, quand on est entrepreneur, on n'a pas des horaires classiques, il faut l'accepter, ça fait partie de ma vie. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir la qualité le rythme de vie, le train de vie qu'on a. Hein. Je sais qu'on est aussi très chanceux de pouvoir vivre seulement sur mon salaire, d'avoir Samuel à plein temps à la maison. Enfin voilà, il y a des concessions qui sont aussi à faire. C'est vrai que tu parlais de train de vie, on n'a pas le même train de vie que d'autres personnes. Alors quand tu as commencé à raconter ta journée, je me suis dit, bah sinon, elle a un peu le même train de vie dans le sens où 8h30, 18h30, un peu comme beaucoup de salariés. Et en fait, non, parce que derrière, déjà, le cerveau ne coupe jamais. Et tu continues à intégrer au fil de l'eau dans ta journée quand même des moments où tu restes connecté en fait à ton boulot. Ouais, mais parce que c'est aussi la particularité du boulot passion, et puis qui mêle aussi une partie de la vie privée. Voilà, c'est toujours cette frontière qui est très mince. Mais ça me dérange pas, moi je l'ai accepté. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à partir du moment où on les subit pas et où ça ne nous rend pas plus fatigués ou voilà, plus stressés ou simplement voilà, c'est mon rythme de vie, j'ai pas le même que d'autres personnes, mais je considère pas avoir voilà, une vie difficile, pas du tout. J'adore ce que je fais, je suis très chanceuse de pouvoir le faire à l'âge voilà, auquel je le fais, d'être indépendante. C'est génial quoi, donc non, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Voilà, c'est tout ça, la vie que tu as décidé de mener, et si le foyer, notamment je pense à Samuel, l'accepte, et ben c'est le principal. Oui. Alors tu parlais, enfin tu parlais pas, mais on en a parlé de toi il y a 10 ans, mais et si tu devais te projeter un peu dans 5 ou 10 ans, est-ce que tu as déjà une idée de... Bon, les choses changent et le vivre au jour le jour, c'est ce qui est le plus important, mais je sais pas, tu as des idées, une image de toi, ou de vous dans 10 ans, ton rapport au travail aussi, est-ce que tu penses que ça va évoluer, ou pour l'instant c'est même pas quelque chose auquel tu réfléchis? C'est très difficile de se projeter, surtout dans mon activité, parce que c'est très nouveau. Et il y a 10 ans, on m'aurait dit où est-ce que tu t'imagines dans 10 ans. Je pense que jamais j'aurais pu m'imaginer là où je suis. Bien sûr, de plus en plus, ça se professionnalise et je sais que mon activité voilà, se diversifie. Donc il y a bien sûr des projets que j'ai envie de mener, mais je suis incapable de me projeter aussi loin. J'espère simplement qu'on aura toujours cet équilibre, que je travaillerai avec autant de passion et que ma vie voilà,
on va dire, privé sera autant rempli d'amour et de vie et de joie, parce que j'ai la chance d'avoir aussi une famille voilà, qui compte beaucoup pour moi. C'est très important pour nous, cet entourage familial. Donc bon, j'espère que tout ça sera encore présent, mais je suis incapable de projeter des projets ou des rêves ou des espoirs, parce que c'est tellement nouveau aussi tout ça que voilà, j'espère simplement que je serai épanouie et que ça continuera dans ce sens. En tout cas, que je serai toujours en accord avec ce que je veux être et ce que je veux faire. Voilà. Aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait déjà 2-3 ans que que vous vivez de ton activité, que tu arrives à en vivre concrètement? Non, ça fait plus. Moi, j'ai été indépendante dès mes 18 ans, donc à partir de 2014, j'ai été en coloc avec ma cousine et j'étais déjà indépendante financièrement. Après, c'était pas du tout la même chose parce que j'avais pas de salariés, j'avais pas de locaux, voilà, mais j'étais quand même indépendante. Donc, cette indépendance-là, non, elle est très importante pour moi. Oui. Alors, partons sur un autre sujet. Il me semble que tu as souhaité perdre du poids il y a quelque temps, si je me trompe pas en suivant tes réseaux. Pourquoi avoir entamé justement cette perte de poids? Comment tu t'y es prise concrètement? Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as des conseils à partager par rapport à cette expérience? Est-ce que tu as atteint ton objectif? Voilà. Quelle est ton expérience sur ça? En fait, ça s'est passé en octobre dernier, donc ça va faire 1 an. J'ai eu une prise de conscience d'une fatigue anormale, mais plus corporelle en fait, pas du tout psychologique. Mon corps ne suivait plus avec mon mental qui lui allait bien, et je sentais que c'était vraiment un peu mécanique. Et puis bon, ma maman est diplômée de médecine chinoise. Elle a fait beaucoup d'études autour de tout ça à l'ancienne université de médecine de Montpellier, donc depuis toujours je suis très branchée sur des médecines, on va dire, alternatives, et en tout cas sur le fait que l'alimentation est la première médecine du corps, et du coup je sais aussi que j'ai toujours eu une faiblesse par rapport à mon foie depuis toujours. D'ailleurs, j'ai été opérée des yeux très tôt, et en médecine chinoise le foie est relié aux yeux, qui est relié à la colère. Voilà, bon, j'ai une maman qui a eu une période de sa vie où elle a beaucoup été en colère, et peut-être que ça s'est transmis, enfin bon, peu importe, toujours est-il que c'était là, et j'ai toujours eu donc des faiblesses au niveau des yeux, et le foie toujours été présent. Alors par chance, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je n'aime pas le café, donc bon, mais il y a aussi beaucoup de choses qui m'écœurent, il y a beaucoup de choses, ça a toujours, voilà, je l'ai toujours su. Et puis, ma maman a fait du diabète gestationnel quand elle était enceinte de moi, beaucoup. Donc bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que donc, je suis allée voir une naturopathe qui est dans un cabinet avec un médecin généraliste, mais qui est très tourné vers tout ça, ce qui est très bien. Et donc j'ai eu un bilan thyroïdien, sanguin, bon bref. Et on en est venu à bon, je fais pas de diabète, mais l'idée de parler de tout ce qui était autour du sucre, qui, bon, c'est plus un mystère pour personne. Le sucre n'a pas que des bienfaits, encore moins tout ce qui est sucre raffiné, industriel, etc. Et plus largement, compte tenu de mon alimentation qui, à mon sens, n'était pas déséquilibrée, parce que j'ai toujours appris à très bien manger. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui cuisinaient tout le temps. C'était mon père qui cuisinait à la maison. On n'a jamais mangé de plat industriel. J'ai jamais eu de céréales le matin, de soda, de trucs comme ça. Jamais, à part pour des occasions, bien sûr, anniversaire, etc. Mais je me souviens toujours de mon père qui me faisait des tartines de pain avec du beurre, etc. Enfin, bon, j'avais quand même... Mais c'était cette vision-là traditionnelle de l'alimentation, et du coup que je continuais dans ma vie d'adulte, et puis je me sentais lourde, pas concentrée, enfin bref. Et donc une fois que j'ai eu cet entretien, bon, on a parlé du fait de diminuer l'apport glucidique au profit davantage de légumes et de fruits, et voilà, de noix, de bons gras surtout, et d'arrêter de diaboliser aussi le gras. Et moi, ça m'allait très bien, parce que moi, j'adore les noix, j'adore les avocats, les huiles végétales, enfin bref.
On diabolise souvent Donc, le gras justement, et excuse-moi je te coupe, oui, et parce complètement. qu'en fait on a peur de grossir à cause du gras, alors que c'est l'excès de sucre et notamment de sucre raffiné qui amène Ah à la oui, prise de poids et non pas le complètement. gras. Je parle bien du bon gras bien évidemment. Oui, oui, oui. Du coup, bon, j'ai changé mon alimentation, simplement. Je n'ai fait aucun sport à côté parce que, bon, je n'en avais pas envie. Puis, bon, à part le yoga, bien sûr, mais voilà, je n'avais pas du tout envie d'aller à la salle, etc. Et j'ai perdu 13 kilos entre octobre et mars, je dirais. Ouais. Mais vraiment, sans jamais ressentir la faim ou la frustration ou voilà, simplement je me sentais au-delà du poids parce que c'était pas vraiment mon objectif premier. Mon objectif c'était vraiment par rapport à ma relation avec le sommeil, avec mon énergie, et j'ai retrouvé une énergie incroyable, une concentration incroyable. Dès le matin, je me sentais vraiment beaucoup plus vive. Euh, et même au niveau de mon corps, au niveau de ma peau, au niveau de plein de choses en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je le voyais, ma langue était beaucoup moins blanche, enfin tous les signes en fait de diagnostic qu'il y a dans la médecine chinoise, donc voilà, que moi je connaissais puis que ma mère pratique complètement, ça allait beaucoup mieux au niveau de la réflexologie plantaire. Il y a des points qui sont plus ou moins sensibles en fonction de... Et là, mais alors moi qui étais normalement mais hyper tendue au niveau du foie, j'avais les pieds souples de bébé. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui s'étaient rééquilibrées naturellement dans mon corps, et voilà, c'est devenu une hygiène de vie. Alors cet été, c'est vrai que socialement, c'est tellement plus compliqué quand on a un mode de vie différent. Il y a des moments où voilà, je fais plus ou moins attention. Cet été, j'avais profondément envie de certaines choses que j'ai mangées. Je me fais absolument, je me fous la paix, comme j'aime le dire, complètement sur ça, parce que je veux pas du tout que ça devienne une prise de tête. Mais je sais profondément que c'est l'alimentation qui me convient. Et là, depuis voilà, la rentrée, c'est vrai que j'ai repris cette alimentation-là naturellement, et je vois que ça me convient. Je dégonfle, en fait, c'est même pas du poids, parce qu'à la limite, je ne me pèse jamais, je me pèse une fois par mois, et encore, mais c'est ce qui me convient, et c'est le message que j'essaye de faire passer. C'est vraiment parfois quand on trouve voilà, son équilibre, et qu'on trouve la façon de s'alimenter qui nous va, ben ouais, ça change beaucoup de choses, je trouve. Moi ce que j'aime beaucoup dire et ce que j'essaie j'essaie de convaincre mes clients qui viennent souvent me voir pour perdre du poids, avoir une alimentation santé, ça passe d'abord par une relation saine avec l'alimentation, donc pas de frustration. Bien sûr, il y a des principes généraux de qualité, aliments bruts, de saison, etc., qui sont des, je pense, des automatismes à intégrer, ne serait-ce que pour notre santé que pour l'environnement. Mais surtout cette relation saine, et de toute façon, après, s'il y a du poids à perdre, ça deviendra une conséquence. C'est ce que tu dis en fait, finalement, ton objectif Exactement. n'était pas de perdre du poids, mais ça a été une conséquence de ta démarche. Complètement. Complètement. Et du coup, ça permet aussi de beaucoup mieux gérer cette frustration, puisque bon, on n'a pas de frustration au final. Ah non, 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 là quand on... Parce que en fait, c'est assez fou parce que parfois on s'autorise pas à manger ce qui nous fait envie sous prétexte que... Mais c'est ce que je dis souvent quand j'en discute, c'est que en fait si t'as envie de chocolat, ben apprends à prendre des automatismes, c'est sûr. Moi j'adore le chocolat noir. Ben, je vais manger mon chocolat noir, et je veux pas avoir cette relation de me dire oh là là, j'ai mangé du chocolat, mon Dieu, que va-t-il se passer, c'est mauvais pour moi, etc. Et c'est ce côté de culpabilisation en fait qui est hyper malsain, et qui entraîne après beaucoup d'autres choses. Donc vraiment, moi profondément je voulais voilà, me détacher de tout ça, quoi, cette relation malsaine avec... Mais c'est très difficile parce qu'on est dans une société aussi, sur les réseaux, où il y a beaucoup de choses qui sont montrées, où... C'est pour ça que c'est un sujet qui est très délicat et que moi j'aborde de moins en moins, parce que je pense que c'est très personnel en fait. Et ça réveille beaucoup de choses qui sont parfois difficiles à gérer, et surtout à distance via des réseaux sociaux. Mais voilà, mon partage d'expérience, c'est que moi, ça m'a beaucoup aidé. Si on est beaucoup dans la comparaison et dans la copie, Ouais. et pas assez dans l'inspiration. Complètement. Les réseaux sociaux, je pense que c'est un outil formidable, mais quand ça reste au stade de l'inspiration. Et on veut trop faire comme sa voisine ou comme la personne que l'on voit en face, et en fait on fonctionne pas du tout de la même manière, donc c'est pas possible. Exactement. Et moi je peux pas passer une journée sans manger mon chocolat noir non plus. c'est bon, voilà. Ouais. Tous les soirs j'ai mon chocolat, ça c'est indispensable, ça c'est clair.
Du coup, ton alimentation était plus tournée vers un apport de lipides plus important au détriment des Ouais, glucides, c'est ça? oui, c'est ça. Ça veut dire que sur un repas, par exemple, ça donnait quoi? Ou sur une Ça allait journée, pouvoir grosso donner. modo, est-ce qu'il y avait des aliments que tu ne prenais pas du coup? Bon, déjà, moi, je pratique le jeûne intermittent la semaine. Parce que en fait je me suis rendu compte que même le matin j'avais pas faim et je mangeais parce que voilà il fallait manger et que foncièrement le matin j'ai juste envie. Aujourd'hui je prends une eau tiède avec du citron et ça me fait du bien et je suis très contente de commencer ma journée comme ça. Je n'ai absolument pas faim et le midi du coup d'ailleurs, en disant ça, je viens de penser que j'ai oublié de prendre mon repas du midi, qui était dans le frigo ce matin. Donc, je pourrais te dire ce que c'est. Donc, du coup, c'était des lasagnes de légumes. Donc, ce sont de l'aubergine, par exemple, coupée en tranches avec de l'huile d'olive passée au four. Et ensuite, une bolognaise avec soit du haché végétal, soit de la viande hachée, mais grasse. Enfin, grasse avec... qui pas celle voilà allégée avec donc des mon mari met des carottes aussi dans sa bolognaise et puis parfois du fromage, parfois pas, ça dépend. Nous on est des grands amateurs de fromage donc on va chez notre fromager et j'avoue on aime bien ça, mais voilà, par exemple, typiquement, ça c'est un repas, au lieu de ce soit des lasagnes avec des pâtes, c'est des lasagnes avec des lamelles d'aubergine rôties, et c'est tout aussi bon, et ça ne reste pas sur l'estomac. Ça, c'est un des trucs qui m'a le plus étonnée, parce que je me disais, mais c'est pas possible, parce que quand même, là, il y a de l'huile, ou par exemple, je fais une poire aux flettes. Donc c'est une tartiflette, mais à la place des pommes de terre, on met des poireaux. Bon, c'est quand même un repas plaisir, quoi. Je veux dire, il y a du reblochon, il y a des lardons, il y a des... Voilà. Mais en fait, ça m'a étonné que ça ne me reste pas sur l'estomac. Et en fait, j'ai compris que pour moi, c'était le complexe glucide gras qui me faisait voilà, sortir vraiment cette espèce d'impression d'avoir l'estomac qui est en avant. Et pourtant, donc, j'ai fait tout ce qui était test d'intolérance au gluten, lactose, rien du tout. Mais voilà, bon bref, après voilà, chacun est comme il est. Mais donc c'est un peu... c'est des plats qui sont un peu revisités. Puis après, plus naturellement, je mange très souvent... même ça va être un curry de légumes au tofu. Ou voilà, ça, c'est des choses qu'on aime bien faire. Avec beaucoup de légumes, avec du lait de coco, avec tout ça. Donc voilà, c'est des plats comme ça... qui sont en fait c'est vraiment ce côté voilà, tout ce qui est le lait de coco, les avocats, les huiles, les noix. Le soir je vais me faire un yaourt végétal avec de la purée d'amande, avec des mûres par exemple, et du chocolat noir. C'est des choses que moi j'adore manger. En fait je me sens pas du tout voilà frustrée. Si, voilà, le principal c'est que derrière tu te sens bien, et généralement c'est moteur en fait. Quand on se sent bien, on n'a pas de frustration. Ah oui. Tu parlais juste, je sais pas si tu connais du coup le principe de l'association de la combinaison alimentaire. Non. C'est un peu ce que tu disais. Tu disais que justement, tu avais remarqué que quand tu mangeais le complexe glucides-lipides, tu avais du mal, ça te restait sur l'estomac. Et en fait, justement, le principe de la combinaison alimentaire, c'est de se dire qu'il y a des protéines fortes et des amidons forts, et des lipides aussi. Et du coup, le mélange entre protéines fortes et amidons forts et l'ajout de lipides fait que c'est un repas qui est très compliqué à digérer pour le corps. De par les niveaux d'acidité des aliments qui sont différents, leur milieu, il y a des aliments qui vont devoir être digérés en milieu basique, d'autres en milieu acide. Et donc tout ce mélange-là fait que ça devient juste une usine à gaz pour le système digestif. Et c'est vrai que du coup, plus tu simplifies tes aliments, donc en enlevant notamment une catégorie d'aliments, tout en gardant un équilibre global sur la journée, ça permet vraiment de faciliter la digestion. Et quand on sait que la digestion, ça prend 70% de l'énergie totale du corps, en temps normal, c'est énorme. Plus on mange mal, on va dire, plus ça prend de l'énergie. C'est clair que... mais complètement. Mais rien que je sais que moi, ça m'arrive, je suis pas en exclusion totale des glucides. Par exemple, je vais manger... mais des glucides, en fait... je sais pas comment on appelle ça, mais moi, ce que j'appelle simple, mais au contraire, qui sont pas forcément simples, parce que un glucide simple, c'est de prendre un bonbon. Voilà, non, moi, ce que j'appelle simple, c'est plus dans le sens, par exemple, la patate douce, qui est naturellement...
riche en glucides, mais qui va être quelque chose que moi je tolère très bien, je le sens, et ça va être différent que de me faire un énorme plat de pâte blanche avec beaucoup de sauce, etc. Je sais que mon corps ne le digère pas de la même façon en fait. Et du coup, c'est vrai que je prenais plus tellement de plaisir à me faire ces plats-là parce que sur le moment c'est plaisant gustativement, mais en fait après toute la nuit je suis mal et donc j'ai appris à gérer ça aussi. Mais ça c'est vraiment personnel, c'est pour ça que la relation à la nourriture, je trouve que c'est très propre à chacun. Donc plus on fait simple, plus ce sera pour la digestion. Et puis effectivement, comme tu dis, on a chacun nos tolérances, intolérances, nos façons de digérer qui est différent, etc. Un niveau d'acidité qui est différent. Donc apprendre aussi à faire des tests et apprendre à se connaître aussi et à connaître comment son corps fonctionne. C'est le plus important. Ok, écoute, merci beaucoup. J'ai quelques toutes petites dernières questions. Je me demandais si tu avais aujourd'hui, en ce moment en tout cas, une routine bien-être, ou en tout cas des rituels. Tu disais de prendre du temps pour toi, etc. Est-ce que tu as des rituels aujourd'hui que tu as instaurés justement dans ta vie pour toi, que tu nous partagerais? Le yoga fait partie de ma vie, vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu en fais souvent du coup? Alors j'en fais déjà au bureau, on en fait toutes les semaines, et puis après moi dans mon quotidien ça m'arrive parfois de me faire une séance avec une vidéo en ligne ou quoi. C'est quelque chose que j'aime bien quand j'ai besoin de bouger mon corps, de me réveiller, ou le week-end j'aime bien. Après il y a la méditation qui fait énormément partie de ma vie. Je médite peu en temps, mais souvent. Pendant ma grossesse, j'ai énormément médité. C'est une pratique qui est parfois un peu vue d'un œil curieux, parce qu'on s'imagine qu'il faut être déjà une yogi avancée pour pouvoir méditer, alors qu'en fait méditer c'est à la portée de tous, et que c'est vraiment, ça a des bienfaits incroyables. Moi ça m'a changé ma vie, ça a changé le rapport à beaucoup de choses, et voilà, donc je médite beaucoup. Parfois c'est 5 minutes, parfois c'est dans ma voiture avant de partir au travail, parfois c'est dans des moments où juste je m'accorde une pause complète. Et c'est important pour moi, donc ça oui, ça fait partie des rituels pour prendre soin de moi. De quelle manière tu médites exactement? C'est en méditation guidée ou c'est juste tu fais le silence? Ça dépend de mon ambiance. Parfois je mets des sons, ça peut être le bruit des vagues. Moi je suis très reliée à l'eau, donc tout ce qui est bruit des vagues, bruit de la pluie, bruit de tout ça. Parfois c'est en silence, assez rarement, parce que si c'est en silence, il faut que je sois à l'extérieur. Par exemple en marchant, je suis capable de... Enfin pas en marchant, mais à l'extérieur, je suis capable de méditer en silence si par exemple je suis au bord de mer ou voilà. Ou alors de la méditation guidée, j'ai une application qui s'appelle Zenfi, qui est très bien. Il y en a une autre qui s'appelle Meditopia aussi, qui est pas mal. Et voilà, ces applications-là me permettent de vraiment avoir des séances parfois courtes, de choisir ce que je veux faire. J'aime beaucoup la voix du monsieur qui tient l'application Zenfi, elle est très apaisante. Et voilà, c'est devenu en fait un rituel, quelque chose qui me fait du bien instantanément. Et plus on médite, en fait, plus rapidement on en ressent les besoins, je trouve. Donc je ne pense pas à rien, hein, parce qu'il y a ce grand truc de dire là il faut penser à rien, mais alors moi c'est impossible de ne penser à rien. C'est pas possible, c'est impossible. Il faut vous laisser passer les pensées. Exactement, donc il y a un super livre qui s'appelle L'art de se foutre la paix ou quelque chose comme ça. Non, c'est ça, de Fabrice Midal, je ne sais plus ce que c'est. Enfin, en tout cas, il y a l'idée est là, et je trouve que c'est tout à fait bien abordé. D'ailleurs, j'ai eu la chance de le rencontrer, et vraiment, c'est simplement désacraliser ce côté méditatif, où en tant qu'occidental on interprète ça comme quelque chose où il faudrait avoir une certaine hauteur spirituelle pour pouvoir accéder, alors que pas du tout. La méditation est à la portée de tous, et ça peut être très bénéfique. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je mets beaucoup en place. Et puis après ça peut être des petits moments avec des amis, même avec moi-même, me faire un masque pour le visage, prendre une douche un peu plus longue que d'habitude. C'est des petites choses qui font que c'est des moments, pour moi. Comme quoi c'est possible de garder du temps pour soi, tout en étant une girl boss et une maman accomplie. Il faut, c'est important. Ouais. C'est bien de remettre ça et de
de montrer aussi à toutes ces femmes qui entreprennent. Je parle des femmes parce que bon, déjà les hommes, j'en connais moins. Et puis on a toujours cette casquette, souvent la femme va faire plein de choses en plus dans sa vie de femme et de maman. Mais c'est vrai que dans ton cas, il y a ton mari qui est au foyer, donc c'est aussi inhabituel, mais appréciable, je pense. Et ça te permet on se partage la charge mentale et c'est important et ce serait bien que ça devienne une normalité, quoi. Il a pas envie de reprendre, comme il est médecin du coup, c'est ça ? Il était en études de médecine, il était en 4e année. Non, pas du tout. Lui, c'est pas du tout un milieu qui lui convenait pas parce que le système de santé actuel fait que il y a plus trop de place pour l'humain, encore moins quand on est médecin. Donc voilà, ça lui plaisait plus, mais peut-être qu'il se réorientera plutôt auprès des enfants, je pense. Alors, pour terminer sur cet épisode, j'ai 2 dernières petites questions. Si tu avais 3 conseils à donner à nos auditrices qui se sentent débordées, voire surmenées, quels seraient-ils ? Alors moi, je suis toujours un peu... c'est délicat de donner des conseils, mais ce que moi je m'applique en tout cas quand j'ai l'impression de peut-être parfois de me dire il ne faut pas que je me laisse être surmenée. L'organisation, très important, utiliser des outils qui vous facilitent la vie et qui automatisent vos process pour vous libérer du temps. Prendre soin de vous avant tout, vous placer au premier plan toujours. C'est difficile, mais ça se travaille et plus on le fait, plus c'est facile de le faire. Et puis, troisième conseil, qu'est-ce qu'on peut donner de pertinent, de s'occuper de soi et je dirais de ne pas négliger l'énergie qui nous entoure. Parfois, on a beau tout mettre en place pour faire en sorte de prendre soin de soi. Si on a des éléments toxiques autour de nous, ça devient très compliqué. Et parfois, faire le tri aussi dans nos relations et dans ce qui nous puise, c'est pertinent parce que quand on est entrepreneur, ou même pas, quand on est simplement une femme avec beaucoup de choses à gérer, d'avoir des personnes qui nous apportent de l'énergie, de la lumière, du soutien, ça peut être très bénéfique. Et parfois, quand on fait un peu le point, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous puisent et nous épuisent. Donc ça, oui, c'est important, l'entourage. Merci beaucoup. Est-ce que tu as aussi des lectures, peut-être des lectures ou des podcasts ou des vidéos à conseiller pour les personnes qui veulent en savoir davantage sur la bonne manière d'entreprendre, entre guillemets ? Ouais. Ou même des choses qui t'ont inspiré, toi ? Sur l'entrepreneuriat, j'avoue, je regarde pas grand-chose. Alors, il y a un compte Instagram qui s'appelle I Don't Think I Feel, Julia, qui m'a fait découvrir notamment Notion, que je connaissais, mais que j'ai vraiment redécouvert à partir de son compte. Et elle parle beaucoup d'entrepreneuriat, donc j'aime bien son contenu. Après, en termes de tout ce qui est éducation, tout ce dont on a parlé au début, il y a un podcast notamment qui s'appelle... Papa Patriarcat, un épisode avec André Stern qui est merveilleux, que je conseille à tout le monde. Et en livre, moi j'ai beaucoup aimé celui de Fabrice Midal que je conseille. Voilà. Ok, je mettrai tout ça du coup, tous les liens en description. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Dernière question, je te promets, après je te laisse, c'est la question signature du podcast. Ça veut dire quoi pour toi avoir une hygiène de vie plus équilibrée et plus sereine ? Alors, une hygiène de vie équilibrée et sereine, c'est pour moi allier mes valeurs, ce qui est important pour moi, et mon bien-être dans tous les pans de ma vie. Donc, que ce soit la relation à mon corps, la relation aux autres, la relation à mon travail. C'est d'être à la fois en accord avec ce que je veux, sans pour autant me sacrifier. Voilà, c'est un équilibre. On pourrait débattre longtemps, mais en résumé, de toute façon, je pense qu'on a bien parlé dans tout cet entretien. Voilà, c'est l'équilibre.
Bien, merci beaucoup Léa d'avoir passé ce moment en ma compagnie et pour tous tes conseils, ton Avec expérience plaisir. et tous tes conseils qui je pense vont beaucoup servir aux auditrices qui nous écoutent. Et bien écoute, sur ce, je te souhaite une belle continuation dans ta vie bien complète et dans cette aventure. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Mais avant de nous quitter, j'ai un petit défi à vous lancer. Si vous vous sentez un peu débordé par la multitude de choses à réaliser dans votre vie ou encore que vous avez le projet de vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais que vous avez peut-être peur de ne pas y arriver, je vous invite à appliquer l'un des 3 conseils de Léa et à revenir vers moi en me disant ce que ça a pu faire évoluer en vous. Comme d'habitude, je remettrai toutes les informations de l'épisode sur l'article lié à cet épisode, disponible sur mon site internet. Le lien est encore et toujours en description de l'épisode. D'ailleurs, à ce sujet, si il vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser et à le partager sur Instagram en faisant une copie d'écran de l'épisode, en me taguant @alexandra_portail_naturo et en taguant Léa @je ne suis pas jolie pour que nous puissions vous repartager en retour. En attendant, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao!